Il y a tout juste un an, le 7 octobre 2023, le Hamas lançait un massacre inédit dans l'histoire d'Israël, tuant 1205 personnes et prenant en otage des centaines d'autres. Aujourd'hui, alors que des commémorations sont organisées dans tout le pays, la région semble plus que jamais plongée dans l'horreur, avec un bilan à Gaza ou encore au Liban toujours aussi terrible. Alors glisse-t-on vers une guerre totale? Que pourrait-il se passer désormais? Salut, c'est Hugo, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour, en voix off, aujourd'hui exceptionnellement puisque je suis en déplacement. Ce lundi donc, Israël commémore le premier anniversaire de l'attaque terroriste du 7 octobre qui a tué 1205 personnes, en grande majorité des civils, notamment de nombreux jeunes qui étaient au festival de musique Nova, dont 48 Français selon un décompte de l'AFP. 251 personnes ont également été prises en otage par le Hamas et emmenées à Gaza. Aujourd'hui, c'est 97 otages qui sont toujours retenus par le Hamas à Gaza, dont 2 Français, Ohad Yahalomi et Ofer Calderon. Parmi eux, 64 sont présumés vivants. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a donc assuré ce lundi qu'Israël est obligé de ramener les otages. De son côté, le Hamas a salué ce dimanche l'attaque, je cite, glorieuse du 7 octobre, tandis que le mouvement islamiste a revendiqué des tirs de roquettes sur Tel Aviv ce lundi. Alors évidemment, et vous le savez si vous suivez ce format, il y avait déjà une situation très critique entre Israël et le Hamas, et une situation déjà critique à Gaza depuis des années. On a déjà eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises, mais aujourd'hui, tous s'accordent à dire que depuis le mois d'octobre 2023, eh bien, les conséquences immenses sur les populations de la région ont été décuplées. Dès le lendemain du 7 octobre, Israël a déclenché l'opération militaire nommée Sabre de fer et d'intenses bombardements ont débuté sur Gaza. Depuis le 7 octobre, près de 42 000 Palestiniens ont été tués à Gaza, selon le ministère de la Santé local dirigé par le Hamas, et sur les 2,4 millions d'habitants vivant à Gaza, 1,9 million de personnes, soit près de 80% de la population, ont été déplacées, selon un décompte de l'ONU qui date du mois de juillet. Toujours selon l'Organisation des Nations Unies, les 2/3 des bâtiments de la bande de Gaza ont été détruits ou endommagés par des frappes israéliennes, et la situation humanitaire y est catastrophique, avec menaces de famine, d'épidémie, et toujours la menace de bombardements qui ont encore continué ce week-end. Mais en dehors de Gaza, depuis quelques semaines, la situation est extrêmement tendue sur un autre front, au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban. Dès le lendemain du 7 octobre 2023, le Hezbollah, une organisation islamiste, elle aussi classée comme organisation terroriste par de nombreux pays, a visé Israël avec le lancement de missiles en soutien au Hamas. Israël a alors riposté et pendant plusieurs mois, on a assisté à un échange presque quotidien de tirs des deux côtés de la frontière. Mais ces dernières semaines, vous le savez si vous suivez ce format, les affrontements se sont intensifiés. Israël a mené plusieurs bombardements aériens massifs, notamment sur la banlieue sud de Beyrouth, qui est donc la capitale du Liban et qui est un bastion du Hezbollah. En tout, depuis octobre 2023, c'est plus de 2000 personnes qui ont été tuées au Liban, dont 127 enfants, selon le ministère libanais de la Santé. Par ailleurs, c'est plus d'1 million de personnes qui ont été déplacées au Liban. Ça représente près d'un cinquième de la population là aussi. Côté israélien, c'est près de 60 000 habitants qui ont été évacués de la frontière du Liban, avec en un an près de 9000 roquettes ou missiles tirés sur Israël, la très grande majorité ayant été stoppée par le dôme de fer, ce système de défense aérienne israélien. Enfin, on peut noter qu'en Cisjordanie, un autre territoire palestinien, là aussi la situation est extrêmement critique. C'est plus de 700 Palestiniens qui ont été tués depuis le 7 octobre. On aura l'occasion d'en reparler. Bref, l'horreur partout, auquel il faut aussi ajouter plusieurs attaques sur le territoire israélien il y a encore quelques jours. Alors, face à tout cela, à quoi faut-il s'attendre désormais et comment le conflit pourrait-il évoluer? Eh bien, côté israélien, Benjamin Netanyahou dit avoir 3 objectifs de guerre, à la fois le retour des otages, à la fois le retour des personnes déplacées du nord d'Israël, ce qu'il met en avant donc pour justifier les bombardements massifs sur le Liban, et enfin l'éradication du Hamas. À Gaza, le chef d'état-major de l'armée israélienne a affirmé ce dimanche que la branche militaire du Hamas était vaincue selon lui, mais que l'armée israélienne continuait, je cite, de se battre contre les moyens de cette organisation terroriste. Aucune perspective de répit donc dans l'immédiat pour les habitants palestiniens de Gaza, avec, on le disait, une situation humanitaire toujours aussi critique. Mais ces derniers jours, ce qui ajoute à l'inquiétude d'une escalade, c'est l'entrée plus directe de l'Iran dans les tensions. On le sait, la République islamique d'Iran soutient déjà le Hamas et le Hezbollah, y compris d'un point de vue financier. Cela n'est pas nouveau, mais là, en l'occurrence, depuis l'attaque la semaine dernière, avec près de 200 missiles iraniens sur Israël, le gouvernement de Benjamin Netanyahou n'a pas encore répliqué, mais multiplie les menaces.
Ce dimanche, le ministre de la Défense israélien a menacé l'Iran de frappes similaires à celles menées à Gaza et Beyrouth, selon un communiqué de ses services. Jeudi, le président américain Joe Biden a indiqué être en discussion avec Israël sur de potentielles frappes israéliennes contre des installations pétrolières iraniennes, avant d'indiquer le lendemain qu'Israël ferait mieux d'envisager, je cite, d'autres options. Du côté de la diplomatie iranienne, on prévient, je cite, que pour chaque action d'Israël, il y aura une réaction proportionnelle et similaire de l'Iran, et même plus forte. Pour résumer donc, le risque d'escalade et de guerre totale entre deux acteurs majeurs de la région n'a jamais été aussi fort, et cela entraîne évidemment des réactions encore une fois nombreuses. Le secrétaire général des Nations Unies a appelé à la libération immédiate et inconditionnelle des otages du Hamas, ainsi qu'à la fin des violences choquantes et à l'effusion de sang à Gaza et au Liban. Côté français, on en a parlé dans notre format directement sur Instagram. Dans la journée de samedi, Emmanuel Macron s'est dit favorable à l'arrêt des livraisons d'armes à Israël utilisées à Gaza. Selon lui, je cite, on ne peut pas appeler au cessez-le-feu et livrer des armes de la guerre. Alors avec ces propos, Emmanuel Macron visait principalement les États-Unis, qui est donc le premier fournisseur d'armement d'Israël. Le président français a par ailleurs assuré que la France ne livrait pas d'armes à Israël utilisées à Gaza. Et sur ce point, selon le média d'investigation Disclose ainsi que Mars Actu, la France a autorisé fin 2023, la livraison d'au moins 100 000 pièces de cartouches pour des fusils mitrailleurs susceptibles d'être utilisés contre des civils à Gaza. Du côté du gouvernement français, en réponse donc à cette enquête, on répond que ces pièces sont uniquement destinées à de la réexportation, autrement dit à une revente par Israël à d'autres pays. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelques heures plus tard, Benyamin Netanyahou a affirmé que le président français et ceux qui veulent imposer un embargo sur la vente d'armes à Israël devraient avoir honte. Plus tard dans la soirée, l'Elysée a réagi et a jugé ses propos excessifs tout en assurant que la France restait l'ami indéfectible, je cite, d'Israël. On verra donc comment tout cela évolue. Enfin, avant de passer aux actualités en bref, je voulais revenir sur un autre point lié aux conséquences du conflit israélo-palestinien en France. D'abord, ce premier chiffre, selon une note des services de renseignement, les faits antisémites en France ont augmenté de 192% au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023. Dans le détail, c'est 887 faits antisémites, donc qui visent des personnes de confession juive, qui ont été recensés entre janvier et juin 2024. Ça représente 58% de l'ensemble des agressions racistes et anti-religieuses en France, et ce alors que la population juive représente moins de 1% de la population française. Par ailleurs, l'ex-ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonçait une forte hausse des actes anti-musulmans depuis le 7 octobre, avec une hausse observée de près de 30%. Des chiffres alarmants donc, je vous mets des liens directement en description si vous voulez en savoir plus. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après pour la question du jour. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le président sortant en Tunisie, Kais Saied, devrait être réélu à la tête du pays alors que 9,7 millions de personnes étaient appelées aux urnes ce dimanche. Selon un sondage de sortie des urnes réalisé par l'Institut Sigma, il pourrait l'emporter avec 89% des voix, mais les résultats officiels préliminaires ne sont pas encore connus à l'heure où je tourne les actus du jour. En réalité, cette élection était plus ou moins jouée d'avance. Kais Saied, qui est au pouvoir depuis 2019, était quasiment assuré de remporter le scrutin. Seuls deux autres candidats avaient été autorisés à se présenter face à lui. D'ailleurs, le taux de participation à cette élection était très faible, il n'était que de 27,7% contre 45% au premier tour il y a 5 ans. Il s'agit du taux le plus faible pour un premier tour de scrutin présidentiel depuis le renversement du dictateur Ben Ali en 2011. L'opposition et les ONG tunisiennes et étrangères ont critiqué un scrutin faussé en faveur de Kais Saied. Deuxième actu, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a écarté l'idée d'une visite en France alors qu'il devait s'y rendre entre fin septembre et début octobre 2024. C'est ce qu'il a annoncé ce samedi lors d'une interview télévisée. En fait, ça fait 1 an et demi que sa visite en France est reportée alors que les relations entre les deux pays sont de plus en plus tendues. L'une des principales raisons, c'est le fait que la France a soutenu cet été le plan d'autonomie du Maroc pour le territoire disputé du Sahara occidental. L'ambassadeur algérien en France avait d'ailleurs été rappelé à ce moment-là. À noter que pendant l'entretien, le président algérien a aussi accusé la France de génocide pendant la colonisation française qui a eu lieu de 1830 à 1962. Troisième actu, alors que la tempête tropicale Milton approche, l'état d'urgence a été déclaré ce samedi en Floride, un état situé au sud-est des États-Unis. Selon l'agence météorologique nationale américaine, la tempête Milton progresse actuellement dans le golfe du Mexique et est désormais considérée comme un ouragan majeur. Le Centre national des ouragans
gouvernement a quant à lui mis en garde, je cite, contre des conséquences potentiellement mortelles pour certaines parties de la côte ouest de la Floride mardi ou mercredi. Pour rappel, fin septembre, la région avait déjà été touchée par l'ouragan Hélène qui a tué au moins 220 personnes dans l'est des États-Unis, dont 14 en Floride. Quatrième actu, en France, le niveau de vie moyen des retraités est plus élevé que celui des actifs, donc les personnes qui travaillent, d'après une étude du cabinet de conseil Asterès révélée ce lundi par France Info. Alors si on ne prend que en compte les revenus disponibles, le niveau de vie des retraités est bien inférieur à celui des actifs. Ils auraient 2188 € par mois en moyenne, contre 2489 € pour le reste de la population. Mais si l'on tient compte des loyers imputés, donc ce que les propriétaires devraient payer s'ils louaient leur propre logement, le niveau de vie ajusté des retraités devient en fait plus élevé que celui des actifs. En gros, le fait que beaucoup de retraités soient propriétaires améliore leur niveau de vie. En d'autres termes, la situation des retraités change quand on considère qu'ils possèdent souvent plus de patrimoine, donc plus de biens que le reste de la population. Selon l'étude, cela leur donne un avantage car 62% des retraités ont remboursé leur prêt immobilier alors que seulement 17% des personnes de moins de 50 ans y sont parvenues. Cinquième actu, une minute de silence sera organisée le 14 octobre dans les collèges et les lycées en hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, deux professeurs tués dans des attaques terroristes en 2020 et 2023. C'est ce qu'a annoncé la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Anne Genté, dans Le Parisien. Ce même jour, les enseignants pourront aussi, je cite, organiser s'ils le souhaitent un temps d'échange et de réflexion avec leurs élèves. Et on finit avec cette actu, la République démocratique du Congo, située en Afrique centrale, a lancé ce samedi une campagne de vaccination contre le virus du Mpox, autrefois appelé variole du singe. Il s'agit d'une maladie infectieuse qui se manifeste notamment par une éruption cutanée. Il se transmet de l'animal à l'humain, mais aussi entre personnes infectées et peut parfois être mortel. Alors depuis le début de l'année, la RDC a recensé plus de 30 000 cas de Mpox et le virus a provoqué près de 990 décès en RDC, qui est de loin le pays le plus touché au monde par le virus. Pour le moment, la campagne de vaccination cible en priorité les publics à risque, comme les soignants et les professionnels du sexe, dans l'est du pays. À noter que le pays a reçu le mois dernier 265 000 doses données par l'Union européenne et les États-Unis. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Alors la question du jour, c'est la suivante. Est-ce que le Sénat n'a aucun mot à dire sur les motions de censure d'un gouvernement? Pouvez-vous faire la distinction du pouvoir du Sénat et celui des députés à l'Assemblée nationale? Alors vaste question, mais pour y répondre directement sur la question principale, le Sénat effectivement n'a aucun mot à dire sur les motions de censure. Alors une motion de censure, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet de renverser un gouvernement. Pour ça, il faut une majorité absolue à l'Assemblée nationale, donc au moins 289 députés qui votent pour. Or, en l'occurrence, ça se passe uniquement à l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle, sur ce sujet précis, on ne parle pas des sénateurs ni du Sénat. Et globalement, sans rentrer dans les détails, en France aujourd'hui, on estime que l'Assemblée nationale a globalement plus de pouvoir que le Sénat. C'est lié à tout un tas de raisons et tout un tas de choses. Peut-être qu'on pourra faire une vidéo dédiée à ce sujet un jour, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà en tout cas pour ta question. Et si de votre côté, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre directement dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou alors sur Spotify. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.